Nous allons maintenant parler du polymorphisme, un sujet très important en programmation orientée objet, probablement le plus important. Alors souvenez-vous, dans le contexte précédent, nous avions notre classe chien, et donc l'héritage multiple n'était pas possible. Nous ne pouvions pas à la fois étendre deux classes, et donc on avait résolu cela en introduisant ici une interface animal de compagnie, et notre classe dog étendait canine, et implémenter l'interface pet. Mais ceci est une interface, c'est donc abstrait et ceci est autorisé. Donc ça c'est pour le contexte et on peut faire ça de manière sans problème. Vous avez par exemple ici une autre classe robot. Un robot chien peut à la fois être un animal de compagnie et peut étendre, cette fois-ci étendre la classe robot. Donc vous voyez que grâce à ce mécanisme des interfaces, on a un espèce d'héritage multiple qui n'en est pas un parce que les méthodes ne sont pas implémentées. Alors ceci arrive aussi beaucoup de fois et vous trouvez d'autres exemples dans l'API Java. Vous avez par exemple la classe ArrayList et vous voyez que la classe ArrayList implémente toutes ces interfaces qui sont distinctes. Okay, vous avez Serializable, c'est le fait que vous puissiez envoyer cet objet sur le réseau et sérialiser, et ça on a déjà vu ce que c'était représenté sous la forme d'un stream de bits, un objet, et on avait vu un processus de sérialisation des arbres avec un algorithme là, il y a quelques semaines. Le fait que vous puissiez cloner un objet, le fait que vous puissiez itérer, le fait que vous puissiez utiliser les méthodes d'une collection, le fait que c'est aussi une liste et le fait que vous puissiez accéder avec un indice aux éléments. Donc ça, vous pouvez le faire comme dans un tableau si vous voulez. Voilà, toutes ces fonctionnalités sont décrites dans des interfaces et la classe ArrayList va implémenter toutes ces interfaces distinctes. Petit scénario intéressant pour maintenant parler de l'héritage et du polymorphisme. Imaginons qu'on ait des méthodes speedup qui soient différentes pour chacun des vélos. Donc on veut qu'il y ait un comportement légèrement différent pour chacune des méthodes speedup. C'est-à-dire que lorsque je fais une accélération sur le vélo de course, directement j'augmente de plus 10 parce que le vélo est plus rapide, plus nerveux. Par contre, pour le tandem et le VTT, ce sera plus 5 seulement. Donc comment implémenter cette petite différenciation, ce petit changement de scénario? Alors, souvenez-vous, la méthode speedup, nous l'avions mise ici, dans la classe bicycle, et puis on avait étendu cette classe bicycle pour le VTT, pour le tandem et pour le vélo de course. Et ce qu'on propose, vu qu'on nous demande une nouvelle fonctionnalité, le client demande une nouvelle fonctionnalité, c'est de mettre un if ici, et nous allons dire si jamais c'est un vélo de course, si on voit que c'est une instance du vélo de course, on fait plus 10, sinon on fait plus 5. Okay, alors ceci fonctionne. La question est, est-ce que vous aimez ou pas cette proposition d'implémentation de mon scénario où le client demande une augmentation de la vitesse spécifique pour chacun des cas? Alors moi, je ne l'aime pas du tout et on peut faire certaines critiques objectivement à cette solution. Premièrement, le comportement n'est pas séparé en fonction des objets. Et vous avez aussi un gros risque d'avoir des problèmes de cast, d'exception, donc des problèmes de casting au runtime. Et ça, c'est toujours à éviter. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé ici le mot-clé instance of. Le mot-clé instance of qui vérifie si l'objet this est bien de type roadCycle. Ceci va être exécuté et vérifié seulement à l'exécution. Impossible de vérifier ceci lors de la compilation. Et donc, c'est un problème, un risque d'erreur qui peut potentiellement vous sauter à la figure à l'exécution. Donc, de manière générale, si vous avez besoin d'un casting des objets dans votre implémentation, c'est mauvais signe. C'est probablement un signe que votre design est mauvais. À chaque fois que j'implémente un logiciel, si je vois que j'ai besoin d'un casting comme de ce type-là, je me dis probablement que je dois revoir mon design des classes, probablement qu'il n'est pas bon et que je n'utilise pas le polymorphisme à bon escient comme on va le voir. L'autre inconvénient, c'est que si je décide d'ajouter un nouveau type de vélo, je vais devoir modifier ma classe. Ben oui, parce que si j'implémente un nouveau type de vélo, je ne sais pas, imaginons par exemple un vélo trottinette, je vais devoir encore modifier ici et rajouter un instance of. Et donc je vais avoir un code de plus en plus complexe à ce niveau-ci. Et ce n'est jamais bon de devoir modifier une classe plusieurs fois. Généralement, lorsqu'on implémente une classe, on préfère que celle-ci reste non modifiée et stable. C'est le principe qu'on appelle le Open Close Principle. Votre design doit faire en sorte que ce que vous avez implémenté reste non modifié, mais néanmoins
vous pouvez étendre les fonctionnalités sans modifier ce qui a déjà été conçu. Okay, c'est un principe fort important que vous pourriez suivre et c'est un bon guide dans votre design de vos classes, généralement orienté objet. Donc la solution qu'on va préférer, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme dynamique. Le polymorphisme dynamique consiste à surcharger les méthodes, ici, à faire un override, à écraser les méthodes de la classe parent. Alors, l'override des méthodes de la classe parent, donc vous vous en souvenez, on a déjà discuté de cette petite annotation. Cette petite annotation est optionnelle, mais elle va néanmoins permettre au compilateur, dans le cas où vous faites une typo et que vous appelez mal le nom de la méthode que vous êtes censé écraser, vous ne le faites mal, dans ce cas-là, le compilateur va se plaindre. Donc c'est toujours une bonne idée d'utiliser ce mot-clé override. Et donc là, on va faire un override de la méthode speedup pour que chaque type de vélo ait sa propre implémentation de speedup. Donc par défaut, le speedup c'est 5 pour la classe parent, mais ici, je décide de changer ce comportement spécifiquement pour les objets de la classe vélo de route. Et dans ce cas-là, le speedup se fera de plus 10. Et ceci est un design qui est nettement plus élégant et qui permet de surtout ne pas modifier la classe vélo parent. Donc, lorsque je vais déclarer ici mon vélo de route, je déclare mon vélo de route comme étant de type bicycle. Et vous voyez que c'est ça aussi l'intérêt du polymorphisme, c'est que vous avez le droit de déclarer le type de la référence comme étant un ancêtre de la classe de l'instance en particulier que vous êtes en train de créer. Souvenez-vous, vous aviez bicycle. Oups. On a été un peu trop loin. Vous aviez bicycle ici, qui était étendu par roadcycle. Et donc, j'ai le droit de déclarer ici ma référence, myRoadcycle, comme de type myBicycle, bien que l'instance soit, elle, de type roadcycle. Lorsque je vais appeler ici downhill, okay, le downhill, en fait, va faire une accélération, okay, downhill de bicycle. Vous voyez que la méthode ici, downhill, qui simule une descente du vélo, c'est une méthode statique, elle prend n'importe quel vélo en argument, et selon que le vélo soit de type tandem, VTT ou vélo de route, l'accélération sera différente. Okay, le gain en vitesse sera différent. En effet, le speed-up, vous ne savez pas ici dans l'implémentation de quel speed-up il s'agit. Ce sera le speed-up de la classe bicycle si jamais la méthode n'a pas été écrasée. Mais si elle a été écrasée, dans ce cas-là, ce sera la plus spécifique qui appartient à l'instance. Donc, le downhill pour myRoadcycle, ça va être le speed-up de roadcycle qui va être exécuté. Et donc, dans ce cas-là, vous allez faire plus 10. Alors que pour le downhill du tandem, vous allez faire seulement plus 5. Donc vous allez avoir un plus 10 ici et un plus 5 ici. Et c'est une implémentation qui ne sait pas à l'avance laquelle va être exécutée. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme. On ne sait pas sur base du type précisément quelle méthode sera exécutée. Cela dépendra de l'instance particulière qui potentiellement surcharge le comportement par défaut de cette classe bicycle. Alors c'est un processus, comme le nom l'indique, le polymorphisme dynamique, qui est dynamique et qui se fait lors de l'exécution. On appelle ça aussi parfois le dynamic dispatch, parce que c'est un dispatching dynamique de quelle méthode devrait être appelée. Alors, est-ce qu'il est possible de se prémunir contre le polymorphisme dynamique parce que ce n'est pas toujours souhaitable d'avoir ce comportement-là, et parfois on trouve que c'est plus sûr dans notre design de l'empêcher. Et la réponse est oui, on peut se prémunir du polymorphisme dynamique en déclarant certaines méthodes comme final. Si vous déclarez une méthode comme final, vous n'avez plus le droit après d'écraser cette méthode. Donc ici, vous ne pouvez pas faire un override de la méthode foo. Ceci, le compilateur va se plaindre parce que vous avez déclaré cette méthode comme étant on ne peut pas l'écraser. Vous pouvez même carrément empêcher qu'une classe soit étendue en déclarant la classe final. Si la classe a déclaré final, ici, vous n'avez pas le droit de l'étendre. Alors, le polymorphisme dynamique pour les variables d'instance, par contre, n'existe pas. Donc, c'est un cas extrêmement rare, mais néanmoins, ça peut arriver. Imaginez que vous avez ici
déclarer une variable d'instance x égale 10 et puis là x égale 20 dans une classe qui étendait A, donc celle-ci extends. Lorsque vous allez afficher ici, donc vous déclarez votre objet A comme étant de la classe B, et puis vous faites A.x. Voilà. En fait, la sortie que vous allez trouver, c'est 10, parce que votre référence est de type A. Dans ce cas-là, c'est la référence qui compte. Okay, le surcharge, lorsque vous faites un override de méthode, et ce qu'on appelle le polymorphisme dynamique ne s'applique que pour les méthodes et pas pour les variables d'instance. Okay, et donc là, de manière peut-être un peu surprenante pour vous, ici, ce que vous allez voir, ici, c'est 10 et pas 20, comme peut-être vous auriez pu vous y attendre, parce que ceci est un objet de l'instance B. Alors, le polymorphisme, c'est très bien, mais parfois, le polymorphisme n'est pas la panacée. Et donc, on préfère utiliser un autre mécanisme qu'on appelle la délégation, qu'on a déjà rencontré, même si je ne vous ai pas prononcé le mot délégation, lorsque nous avions introduit les comparateurs pour trier des objets. L'héritage impose un comportement qui est généralement fixe et figé dans le temps, le long de la vie de l'objet, et parfois c'est intéressant de vouloir changer le comportement dynamiquement. Imaginons le scénario suivant. J'ai un gentil petit chat que je souhaite implémenter, et le chat, par défaut, produit un son de type miaou. Mais le chat, lorsqu'il est en colère, peut vouloir rugir comme un tigre et changer son cri pour faire un rugissement. Et je souhaite pouvoir changer dynamiquement ce comportement du chat. Alors si j'implémente ça via un héritage, c'est compliqué de changer dynamiquement le comportement d'un objet. C'est pour ça que la délégation est plus flexible dans ce cas-là. Implémentons le scénario du petit chat. J'ai ma classe chat ici, et le comportement du miaulement, ou du son en particulier, va être lui implémenté dans une classe également. Et donc ça devient complètement différent de ce qu'on faisait auparavant. Généralement, on utilisait les classes pour représenter vraiment les objets concrets de la vie réelle, comme les chats par exemple, ou les personnes, ce genre de choses-là. Mais en fait, on peut utiliser également les objets pour représenter des comportements ou des fonctionnalités. Et donc dans ce cas-ci, je vais utiliser une interface. Donc là, je voulais que j'utilise l'abstraction. Je vais utiliser l'abstraction de type pour décrire la fonctionnalité d'émettre un son. Et je vais implémenter cette interface de deux manières différentes. Une fois pour faire le miaulement, une fois pour le rugissement. Et puis, cette abstraction d'émettre un son va en fait être une variable d'instance de la classe chat que je peux changer à tout moment. Et donc, si je change son comportement, je vais changer ici la référence vers le comportement d'émettre un son. Et lorsque je vais faire le son, c'est l'appel à la classe soundBehavior, à l'instance de la classe soundBehavior, et la méthode makeSound qui va être appelée, mais on ne sait pas précisément laquelle des deux à ce stade-ci. Laquelle va être appelée, vous ne savez pas. Et donc, voilà le scénario que je mets maintenant en pratique. Je crée un objet de la classe chat. Si je fais makeSound, par défaut, vous voyez que c'est le miaulement que j'ai créé ici. Okay, ça, c'est le comportement par défaut lors de la création de l'objet. Mais si je change ce comportement par défaut pour maintenant le remplacer par un type rugissement, j'ai donc changé ici la référence. Je vais avoir un rugissement et lorsque je vais émettre le son, je vais avoir un bruit de rugissement pour le chat. Donc ça, c'est une manière très élégante de pouvoir changer les fonctionnalités et c'est aussi une utilisation de l'orienté objet, mais qui ne se base pas sur le polymorphisme. En fait, si, j'utilise le polymorphisme ici, mais je n'utilise pas le polymorphisme pour faire deux types de chats différents ou trois types de chats différents. Okay. Ceci m'évite de multiplier les différentes classes que j'aurai à implémenter, le chat avec rugissement, le chat sans rugissement, le chat avec et sans rugissement, etc. Plutôt que de faire tous ces scénarios, j'ai une architecture beaucoup plus flexible ici, grâce à la délégation qui permet d'encapsuler le comportement dans la classe et dans l'abstraction soundBehavior.
Alors ce mécanisme de délégation est un mécanisme très propre, et il est tellement propre qu'il est également utilisé dans l'API de Java. Par exemple, lorsque vous aviez voulu trier les objets, rappelez-vous quelques semaines, il y a quelques semaines, pour trier les voitures sur base de l'accélération par exemple, nous avions utilisé ce mécanisme pour le fait de comparer les objets. Lorsque vous pouvez comparer des objets 2 à 2, vous pouvez ensuite utiliser un tas d'algorithmes comme les algorithmes de tri. Et donc, nous avions ici utilisé la méthode sort de la classe array pour trier ici nos voitures sur base d'un tri qui se basait sur base de la comparaison ici de l'accélération. Mais nous aurions pu trier aussi les voitures sur base d'un autre tri, d'un autre critère. Et il suffisait pour cela de changer l'implémentation de comparator ou d'utiliser une autre. Ceci est de la délégation. Alors, on peut également faire ce qu'on appelle de la surcharge de méthode. Et la surcharge de méthode sur base du nombre d'arguments est quelque chose de tout à fait standard. Vous avez par exemple la méthode multiply qui multiplie deux nombres. Avec deux arguments, vous pouvez très bien faire une méthode multiply, donc exactement le même nom de méthode, exactement le même type de retour, cette fois-ci 3 arguments. Ceci est accepté par Java. Java va savoir sur base du nombre d'arguments exactement quelle méthode il doit appeler dans ce cas-ci. Donc ceci s'appelle la surcharge de méthode. Parfois, la surcharge de méthode peut être ambiguë, et ce cas-ci est un exemple d'ambiguïté. Vous avez ici un long, un int, un long. Vous appelez ici multiply, il ne sait pas s'il doit utiliser celle-ci ou celle-ci. Pourquoi? Parce que ceci peut très bien être converti en un int ou un long par Java. Et donc dans ce cas-ci, le compilateur va se plaindre. Okay, ce code ne va pas compiler, il va vous demander de changer éventuellement le nom d'une de ces méthodes. Alors, une des utilisations les plus fréquentes, et vraiment encore beaucoup plus fréquente que la surcharge des méthodes, c'est la surcharge de constructeurs. C'est le fait d'avoir plusieurs types de constructeurs. Et les constructeurs peuvent même s'appeler l'un et l'autre. Par exemple, vous avez un constructeur ici pour créer un canard qui prend un nom. OK? Et là, vous avez le constructeur par défaut. Celui-ci peut appeler ce constructeur-là. Et donc, avec le mot-clé this, vous allez en fait appeler ce constructeur-là. Okay, donc là, ce n'est pas comme le super où on appelait le constructeur de la classe parent. On appelle simplement un autre constructeur en parallèle qui aurait été surchargé. Et donc là, on va appeler celui-ci. Et celui-ci, même exemple, va appeler celui-ci. Okay, donc avec le mot-clé this, vous pouvez appeler d'autres constructeurs qui ont été surchargés. Alors, on peut aussi faire de l'overloading de méthode, de la surcharge de méthode basée sur les types. Alors, ce n'est pas ce que je conseille, évidemment, c'est très dangereux et c'est très ambigu, mais néanmoins, je pense que c'est intéressant de montrer ce qui peut se passer sur base de ces types. Alors, nous avons ici la classe A, la classe B qui est en A, C est en B, D est en C. Ok, 3 méthodes foo, et les 3 méthodes vont simplement changer leur comportement. Ici, vous voyez que c'est 3 lignes différentes qui sont appelées. Et la surcharge se différencie uniquement sur base du type qui est donné ici en argument. Alors je crée ici un objet de type, je le déclare comme étant de la référence de type A, mais l'instance est de type D. Ok. Donc si j'affiche quelle est la classe, je vais voir que c'est une classe de type D. Et j'appelle la méthode foo sur cet objet. Qu'est-ce que je vois? Est-ce que c'est foo A, foo B ou foo D? Foo A, foo B ou foo D. Ok. Alors, vous pourriez être tenté probablement par cette réponse-là ou cette réponse-là. Ok. Vous vous dites, l'objet de type D, il va savoir que c'est en fait une instance de type D, et donc il pourrait être appelé celui-là. En fait, non. Ceci va se faire sur base du type de la référence. Et comme la référence est de type A, c'est donc ce type-là qui va être appelé. Vous allez voir foo A. Ok. Donc ne faites pas ça, c'est très dangereux évidemment. Ok. Et si vous aviez remplacé par le type C, vous voyez que ici, voilà, j'avais dit C. C n'existe pas ici, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le premier type qui satisfait, et donc il va aller en fait appeler ici cette fois-ci la méthode B. Donc B est directement le type au-dessus de C, et donc vous allez voir affiché ici
foo B dans ce cas-ci. Encore une fois, ne faites pas ça, c'est un cas très très spécifique. Souvenez-vous simplement que si vous surchargez les méthodes sur base du type, c'est en fait la référence qui sera prise en compte et pas l'instance de l'objet, le type de l'instance de l'objet. C'est le type de la référence qui est pris en compte. Alors on appelle ça du polymorphisme statique, et donc c'est complètement différent du polymorphisme dynamique. Pourquoi c'est du polymorphisme statique? Parce que à la compilation, je sais à l'avance, en fonction du type que j'ai déclaré, quelle méthode va être exécutée. Alors que pour le polymorphisme dynamique, souvenez-vous, on ne le sait pas à l'avance, c'est lors de l'exécution qu'on peut dire quelle méthode va s'exécuter. Alors que pour ceci pas, c'est à la compilation, je sais déjà lequel je vais exécuter. C'est pour ça qu'on appelle ça le polymorphisme statique. Alors, je vais rappeler ici quelques principes fondamentaux en orienté objet et pourquoi l'orienté objet a été créé. C'est le principe DRY, c'est un principe important qui veut dire Don't repeat yourself. Ok? Donc, Don't repeat yourself, c'est un peu le même principe que ne pas faire du copier-coller. N'essayez pas de répéter plusieurs fois un même code dans vos programmes. Ce n'est pas un bon design et ce n'est pas un bon choix de faire ça. Même si ce code se trouve à différents endroits. Essayez toujours d'avoir une seule méthode qui implémente une fonctionnalité et donc de factoriser cette fonctionnalité, de la rendre utilisable pour différents endroits de votre code. L'autre principe fondamental, c'est l'encapsulation. L'encapsulation, c'est le fait que vous essayez de faire des implémentations qui sont immutables dans le futur. Okay? Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire de l'encapsulation et protéger cette encapsulation? Cela peut se faire avec des méthodes privées. Rendre aussi les méthodes privées, c'est utile. Utiliser, et donc ça, tous les modifieurs que vous avez vus déjà pour rendre vos méthodes protected, private, etc. publiques, utilisez-les pour bien encapsuler et protéger vos variables et votre état dans vos classes. Ça, c'est l'encapsulation. Une seule responsabilité est aussi un principe fondamental en orienté objet. C'est le fait qu'il ne faut pas vouloir faire à tout prix une classe qui représente tout un canif suisse. Ce serait un très mauvais design de vouloir faire ça. Un meilleur design, c'est de faire une classe par fonctionnalité de votre canif suisse et ensuite de faire certaines classes qui composent ces fonctionnalités, comme on l'a vu par exemple avec la délégation. Okay? Mais normalement, c'est une classe, une responsabilité. On n'essaye pas de faire des classes fourre-tout en orienté objet. C'est généralement un très mauvais choix, quelque chose qui s'avère pas du tout payant sur le long terme et pour la maintenance de votre code. Okay. Et lié à ça, il y a le principe du coupling, du weak coupling. On essaye de implémenter des fonctionnalités qui sont faiblement couplées et qui ne sont pas trop dépendantes entre elles. Si jamais, par exemple, je prends ici le cas de mon canif suisse, j'implémentais une classe qui modélise tout mon canif suisse en une fois, mais ce serait complètement impossible pour moi d'utiliser la fonctionnalité du couteau ici pour, par exemple, faire un couteau de cuisine. Okay. Or, je pourrais la réutiliser dans un autre contexte. Ceci est un principe de faible couplage, et donc on préfère faire isoler la fonctionnalité du couteau, dans ce cas-ci pour le canif et pour le couteau de cuisine, pour pouvoir la réutiliser à deux endroits différents. Alors le principe de ouverture-fermeture, c'est le fait qu'on souhaite faire un design qui est fermé en modification, mais ouvert en extension. Ok ? Et c'est exactement ça qu'on avait fait dans notre classe dans l'implémentation de la fonctionnalité du chat pour le miaulement. On avait fait un design où on pouvait éventuellement ajouter encore d'autres fonctionnalités auxquelles on n'a pas pensé directement. Par exemple, un autre type de son que pourrait émettre le chat. Je ne sais pas, lorsque par exemple il doit rentrer dans sa douche et qu'il veut hurler de sa colère lorsqu'il est mouillé. Mais même si on n'a pas pensé directement à cette fonctionnalité, avec le design qu'on a, on peut toujours le faire. Et donc on a vraiment un design qui a été réalisé, qui respecte ce principe de fermeture des modifications, mais qui est ouvert en extension. Et vous avez vu pour cela, il y a plusieurs mécanismes. Souvenez-vous, lorsque vous voulez respecter ce principe, qu'il y a le polymorphisme et la délégation. Ce sont deux idées auxquelles vous devez penser lorsque vous voulez implémenter ce principe qui est fondamental en orienté objet. Donc pour résumer un petit peu tout ce que nous avons vu aujourd'hui, nous avons vu l'abstraction, l'encapsulation, l'héritage et la délégation, le polymorphisme dynamique et statique. Le polymorphisme dynamique consistait à écraser des méthodes et le statique, c'était la surcharge des méthodes. Et nous avons vu quelques principes, juste maintenant, quelques principes importants de design en orienté objet.